Donc pour ceux qui sont arrivés après et qui se demandent s'il y a un problème de son, non, ce n'était pas le cas. On attendait juste 32 pour commencer et ça y est, il est 32. Donc bonjour à tous. Pour ma part, je suis Solène Després-Braun. Je suis la directrice juridique et fiscale donc, de F Initiative. Et je suis accompagnée de Catherine et Marc, que je vais vous présenter tout de suite, qui sont là pour parler du sujet du jour, à savoir donc quelle perspective fiscale pour soutenir l'innovation et la compétitivité française dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Donc Catherine de Manville, hein, donc, qui est avocate associée chez Everlaw, c'est un cabinet de droit fiscal qui est membre fondateur de Initiative Network et qui accompagne nos clients donc depuis de nombreuses années, à la fois en amont, mais également en aval, dans le cadre des contrôles fiscaux et plus particulièrement dans les procédures contentieuses. Quant à Marc Levieille, il est associé gérant de Régimbault, qui est un cabinet en pays, et nous avons fondé ensemble un partenariat assez récent qui propose une offre inédite puisqu'il permet en fait d'aligner la stratégie de pays sur les financements de R&D. Donc on l'a dit, hein, la thématique du webinaire, c'est de s'interroger justement sur les perspectives fiscales pour les entreprises en 2025, en s'attardant notamment sur la partie innovation. Donc après une brève introduction pour vous rappeler le calendrier, c'est Catherine qui vous présentera les dispositifs fiscaux généraux, puis j'interviendrai sur la partie fiscalité de l'innovation et Marc évoquera avec vous tout ce qui est fiscalité de l'innovation en lien avec la propriété industrielle, puisque vous le verrez, là aussi, il y a du nouveau. Nos équipes sont présentes pour répondre au fur et à mesure à vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser directement au fur et à mesure que Catherine, Marc et moi-même allons parler. Voilà. Donc pour commencer, on va revenir brièvement sur le calendrier de ces deux textes majeurs. Donc on va employer l'acronyme PLF pour le projet de loi de finances 2025 et PLFSS pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Bon, alors déjà, la première étape à retenir, c'est que ces textes, ils sont créés par le gouvernement et ils sont ensuite adoptés en Conseil des ministres. Et c'est là, après, qu'ils sont déposés à l'Assemblée nationale. Cette année, on est sur un contexte qui est doublement particulier. Déjà, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de majorité présidentielle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas encore eu 49.3, mais également du fait que la France connaît actuellement un déficit public qui est absolument exceptionnel. Ça fait des mois qu'on en entend parler. On avait eu un premier rapport du sénateur rapporteur général au budget, Jean-François Husson, dont on reparlera tout à l'heure, que ce soit Marc ou moi-même, pour évoquer un amendement qui a été voté au Sénat en commission. Et ce rapport met notamment en avant le fait que l'année 2023 affiche un niveau historique qui, en termes de déficit, alors même que ce n'est pas une année de crise, est extrêmement élevé. Alors, la première raison qui est invoquée dans le rapport, c'est la baisse du taux des impôts. Vous le savez, historiquement, et pendant des années, il était à 33%. Il a connu une baisse régulière et maintenant, il est désormais de 25%. On a un certain nombre de rapports en parallèle de ça qui ont pointe depuis des années le coût du CIR, tout en explorant des pistes de réduction. Le dernier en date, c'est le rapport de l'IGF de mars 2024, même si celui-ci s'inspire grandement de différents rapports que la Cour des comptes avait produits, et plus particulièrement le CPO, donc qui est le Conseil des prélèvements obligatoires. Le rapport de l'IGF, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, confirme la pertinence du CIR. En revanche, effectivement, il indique que l'efficience du dispositif pourrait être améliorée et explore du coup un certain nombre de pistes. Alors, pas plus tard qu'avant-hier, le Sénat a présenté également ses conclusions de son rapport sur le dérapage du déficit public. Et là, pareil, il y a eu un certain nombre d'auditions et ce qui ressort, c'est que l'absence de PLF rectificatif, et souvenez-vous, notre président de la République y était opposé, et la dissolution de juin 2024 sont venus encore aggraver le déficit budgétaire et finalement, ça vient paralyser le rétablissement de nos comptes publics. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste autant en préambule sur ces éléments de contexte? C'est qu'ils sont extrêmement importants pour comprendre l'état d'esprit des deux assemblées. Et certes, cette année, on constate que l'article 49.3 de la Constitution n'a pas encore été utilisé. On n'arrête pas aujourd'hui dans les médias encore de parler d'éventuellement de motions de censure. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que aujourd'hui, c'est bien le texte du gouvernement qu'on va étudier, avec un certain nombre du coup d'amendements qui ont été soit déposés par le gouvernement, soit déposés par le Sénat, puisque le texte est actuellement au niveau du Sénat. Puisque concernant le PLFSS,
C'est l'article 47 de la Constitution qui a été utilisé cette année. L'Assemblée nationale n'a pas réussi à achever l'examen du PFLSS dans les temps qu'il était accordé et du coup, le gouvernement a directement transmis son texte initial au Sénat et là, en fait, il choisit les amendements qu'il souhaite prendre en compte ou non. Côté PLF, même résultat, même effet, mais causes différentes. Effectivement, là, on a les députés qui ont carrément rejeté la première partie de la loi de finances. Et du coup, bah, le projet de base du gouvernement a été envoyé au Sénat. Et là, vraiment, que ce soit Catherine Marc ou moi-même, on s'accorde pour vous dire et vous alerter. On a lu, on a entendu énormément de choses lors des phases de débat à l'Assemblée. Et oui, c'est vrai, parfois, il y a un amendement qui a pu être voté, que ce soit en commission ou même devant l'ensemble de l'Assemblée. Mais ce qui est certain, c'est que tant que le texte final de loi de finances ne sera pas voté, bah, il peut toujours avoir des rebondissements, puisque là, on est, et vous voyez hein, les prochaines étapes qui s'affichent à l'écran, en train enfin, on va entamer en séance publique l'examen côté Sénat. Mais ensuite, ça va repartir à l'Assemblée et là, il peut avoir 49.3, du coup, il peut ne pas avoir aussi 49.3. Bref, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et notez qu'aujourd'hui, c'est la date butoir pour déposer les amendements justement en lien avec le CIR au Sénat. Ce qui me fait une excellente transition pour la slide d'après puisque on tenait à vous alerter. En fait, aujourd'hui, vous avez également le pouvoir et en tout cas la possibilité de tenter de faire bouger les choses. Il y a énormément de critiques hein, sur le CIR et il y en a toujours eu, hein, notamment dans la presse. Par contre, on constate que cette année, il y a une accélération, que ce soit dans la presse ou justement dans les différents rapports qui ont pu paraître. Et on ne sait pas si vous le savez, mais il y a un rapport très récent qui vient de sortir du député Alexis Corbière qui s'interroge sur l'utilité du CIR dans l'économie française. Alors, que vous soyez client ou non, vraiment, vous pouvez soit vous tourner vers nous, soit par exemple vers l'ACI, hein, qui est l'association des conseils en innovation, qui a engendré un certain nombre d'actions collectives. Nous, de notre côté, on fait bien sûr aussi des actions individuelles, mais n'hésitez pas à relayer tout ce qui est tribune, manifeste, tout ce qui vient en fait démontrer la pertinence des dispositifs aujourd'hui qui existent. Et nous, de notre côté, on vous propose un certain nombre aussi de documents qui viennent étayer ces argumentaires, à savoir le manifeste des jeunes docteurs, donc qui est un document hein, qui est extrêmement important puisqu'il avait été créé lors des présidentielles de 2022 pour justement venir alerter avec une lettre ouverte les différents candidats sur l'importance du dispositif. Ben, vous voyez, au final, aujourd'hui, le dispositif est remis en cause. Et à côté de ça, l'autre document qu'on vous propose, c'est un livre blanc donc, qui est paru fin septembre lors d'un événement qu'on avait organisé, hein, ce qui explique les différentes petites vidéos qu'on avait pu tourner également à l'époque pour défendre le dispositif. Et du coup, ce document a une certaine légitimité puisqu'on donne aussi la parole aux détracteurs du dispositif au sein de celui-ci. Et du coup, on constate que bah, à travers un certain nombre de rapports, mais aussi de témoignages, on est capable de dresser un panorama du dispositif et de ses effets positifs sur l'économie française. Donc, avant de parler de la fiscalité de l'innovation, ensemble, je vais laisser Catherine vous parler de la fiscalité des entreprises pour que vous puissiez commencer à anticiper votre stratégie pour l'année prochaine. Merci Solène. Alors, vous l'aurez compris, Solène vous l'a expliqué, une saga fiscale avec une procédure totalement inédite cette année. Compte tenu de cette procédure inédite, j'ai choisi, et compte tenu du rejet par le Parlement, par l'Assemblée nationale, j'ai choisi de vous parler de la version initiale du texte du gouvernement pour développer, Solène vous l'a dit, les dispositifs fiscaux généraux, c'est-à-dire tout ce qui ne touche pas la fiscalité de l'innovation dont vous parleront ensuite Solène et Marc. Alors, quelques points d'attention. Sur ce projet, l'instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Bon, même si ça ne vous concerne pas, ça donne une forme de vernis. Donc, c'est pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard, voire 3 milliards. Et ça va impacter deux exercices. L'exercice clos au 31 décembre 2024, celui clos au 31 décembre 2025. Et on va utiliser cette contribution, elle va s'appliquer sur l'impôt sur les sociétés. Et sur cet impôt sur les sociétés, on va appliquer un taux dégressif suivant les années qui va varier pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard, 20,6% la première année, 10,3% la deuxième.
pour celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards, 41,2% la première année, 20,6% la deuxième année. Ça fait, pour être plus pratique, un impôt sur les sociétés qui va augmenter de l'ordre entre 5 à 10%. Donc là où l'impôt sur les sociétés est actuellement à 25%, il va passer pour ces entreprises à 30, voire 35%. Donc quelque chose de significatif. À titre plus anecdotique, sachez que cette contribution, elle se calme totalement sur l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que comme l'impôt sur les sociétés, elle n'est pas déductible du résultat de l'entreprise, son paiement doit se faire spontanément et son contrôle et son recouvrement se fait comme l'impôt sur les sociétés. Voilà pour cette contribution. Deuxième point, là, avec la slide suivante, le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée. Alors la CVAE, vous avez dû en entendre parler, c'est ce fameux impôt qui s'applique sur, qu'on appelle un impôt de production, c'est le slide suivant, qu'on appelle un impôt de production et qui s'applique sur la valeur ajoutée de l'entreprise, mais valeur ajoutée déterminée d'une manière très spécifique, puisqu'on ne déduit pas les salaires versés aux salariés. Donc une base importante, évidemment, et du coup un impôt assez pénalisant pour les entreprises. Eh bien, là où cette CVAE était amenée à disparaître depuis 2021, on nous en parle, ça devait disparaître en 2024, puis ça devait disparaître en 2027, et bien maintenant, ça va disparaître en 2030 avec les taux qui s'affichent à l'écran, évidemment en sifflet, mais là encore, on nous a reporté de 3 ans la disparition, la suppression de cette CVAE. Voilà pour le point sur la CVAE. Ensuite, un slide sur, alors ça quelque chose d'un peu plus positif dans notre thème, qui est l'aménagement du régime spécial des fusions, c'est-à-dire qu'il y a eu un dispositif juridique qui est venu prévoir de nouvelles opérations de restructuration, un dispositif qui date d'une ordonnance de 2023, et la fiscalité vient s'adapter à ce dispositif juridique et assurer la neutralité fiscale des opérations qui ont été créées. Et ainsi, le régime fiscal de faveur des fusions, ce qu'on appelle le régime de l'article 210A et suivant du Code général des impôts, s'appliquerait à ces nouvelles opérations. Alors, quelles sont ces opérations dont je voulais vous parler rapidement? C'est les opérations de fusion sans échange de titres, pardon, dans le cas où les associés détiennent dans les mêmes proportions les titres des sociétés impliquées avant et après l'opération. C'est mon petit schéma où M1 détient 70% de deux filiales, F1 et F2. M2 détient 30% de F1 et F2. F1 absorbe F2, donc on parle de fusion entre sociétés sœurs. Et à l'issue de cette fusion, les titres ressortent de la même manière qu'initialement, c'est-à-dire qu'M1 va détenir 70% de l'entité fusionnée, M2 30% de l'entité fusionnée. Eh bien, cette opération va bénéficier du régime fiscal des faveurs, c'est-à-dire tout simplement d'une neutralité fiscale. Donc, c'était très important que ces opérations que le régime fiscal soit adapté à ces opérations. Et deuxième opération, sur le slide suivant, c'est les opérations de scission partielle. C'est lorsque on a une société F1 qui ferait une scission et donc qui apporterait à une société F2, par le biais d'une scission, une partie des actifs et des passifs, et qu'il y aurait ensuite ce qu'on appelle une réattribution des titres à la holding, afin que F1 et F2 deviennent des sociétés sœurs, eh bien, cette opération assez spécifique, mais qu'on appelle une opération en 115.2 dans notre jargon, pourrait bénéficier, là encore, du régime des faveurs, et ce pour les opérations qui datent de l'ordonnance de 2023, donc pour les opérations à compter du 1er juillet 2023. Voilà. Ensuite, une autre taxe, une fiscalisation des rachats d'actions. Les rachats d'actions, c'est un mécanisme souvent utilisé là encore pour les grandes entreprises. D'ailleurs, cette taxe va s'appliquer aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard, qui, plutôt que de distribuer des dividendes au top management, préfèrent racheter les titres des entreprises. Eh bien, on créerait une taxe de 8% non déductible des résultats imposables sur cette réduction de capital, sur ce rachat de titres qui serait fait au profit, bien souvent, je vous dis, du top management, et serait d'ailleurs exclu, en revanche, des opérations liées à des plans d'actionnariat salarié. Voilà, pour ne pas pénaliser ces opérations. Voilà. Ensuite,
Et on a aussi dans le projet de loi de finances des précisions sur l'imposition minimale mondiale des grands groupes. Donc, vous avez dû entendre parler, qui est ce qu'on appelle pilier 2, le fait dans le monde entier d'avoir un taux d'impôt minimal pour les entreprises de 15%. Eh bien, le projet de loi de finances nous apporte des précisions et adapte de nouvelles règles dans le Code général des impôts. Et dernier point en ce qui me concerne, qui va peut-être plus faire le lien avec l'innovation, c'est le renforcement de la transparence fiscale dans le domaine des cryptoactifs. C'est le slide suivant. Et là, c'est un dispositif que l'administration aime bien utiliser, c'est-à-dire demander aux intermédiaires, aux prestataires de services, de les aider dans la lutte contre la fraude. Et en ce faisant, de déclarer et de collecter les informations pour le compte de l'administration. Résidence fiscale des personnes, numéro d'identification, etc. Et donc, les prestataires vont devoir fournir toutes ces informations à l'administration, sous peine, sinon, de sanctions assez élevées, puisque ça va jusqu'à 2 millions d'euros. Et ça s'appliquerait pour toutes les transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026. Voilà, et je laisse la parole à Solène pour la fiscalité de l'innovation. Merci Catherine. Donc effectivement, en termes de fiscalité de l'innovation, donc je voulais réexpliquer en préambule, de base, on a un projet qui a été déposé par le gouvernement. Et dans le projet de base du PLF, on voit que ce qui était aligné avec les différentes prises de position qu'il y a pu avoir au niveau du gouvernement, le CIR était sacralisé, ce qui était donc une très bonne nouvelle. En revanche, on a eu une assez grande surprise, c'est que ni le C2I, ni le SIC n'étaient prorogés, alors même que le gouvernement a indiqué justement vouloir aider la fiscalité des plus petites entreprises. Et au niveau du PLFSS, il y avait une volonté de rationaliser le JEI. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur le CIR, déjà, on a eu un certain nombre d'amendements qui ont été déposés et parfois votés à l'Assemblée nationale. Et la différence avec les années précédentes, c'est qu'il y a eu une volonté de modifier de manière substantielle le CIR, donc vraiment en profondeur. Et effectivement, contrairement au gouvernement, les députés, eux, ont plutôt comme objectif de vouloir recentrer le CIR sur les PME. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quasiment tous les députés s'inspirent du rapport IGF que j'évoquais tout à l'heure. Alors, encore une fois, on ne va pas étudier tous les amendements qui ont été déposés devant l'Assemblée nationale, puisque vous l'avez compris, ils ne sont plus d'actualité, quand bien même ils avaient été votés, comme le texte final, lui, ne l'a pas été. Le texte du gouvernement a été renvoyé devant le Sénat, et donc, du coup, on va plutôt s'intéresser à un amendement du sénateur Husson, que j'évoquais tout à l'heure, et qui a fait donc ce rapport sur le déficit public, et qui s'est inspiré justement du rapport IGF pour proposer un amendement qui vient modifier donc de manière assez importante le crédit d'impôt recherche et également le dispositif IP Box, mais ça, du coup, c'est Marc qui vous en parlera. Alors, déjà, quelque chose de positif, c'est que le sénateur reconnaît dans l'objectif qui est lié à l'amendement que ce n'est pas de remettre en cause la logique du CIR. Donc c'est un message important, puisque d'autres députés, dans les différents amendements qui étaient déposés devant l'Assemblée nationale, arguaient des différentes modifications qu'ils souhaitaient faire d'un certain nombre de critiques en lien avec le CIR. Là, en l'occurrence, le sénateur confirme et affirme qu'il s'agit d'un instrument essentiel de soutien à la recherche privée, mais que voilà, simplement, il y a un objectif d'obtenir des économies, en l'occurrence 5% et environ 600 millions d'euros. La rationalisation qui est proposée par le sénateur passe par 3 pistes qui avaient été proposées dans le rapport IGF. Et la première, c'est la suppression du statut jeune docteur. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, c'est en 1999 que le statut de jeune docteur est créé. Et l'esprit de la loi à l'époque, c'est-à-dire la raison, la finalité pour laquelle ce statut est créé, c'est justement pour encourager l'embauche par les entreprises de jeunes docteurs en CDI. Et du coup, la contrepartie, c'est que les dépenses sont comptabilisées pour le double de leur montant pour les 24 premiers mois qui suivent le recrutement du jeune docteur. Alors, d'après le CPO, donc le Conseil des prélèvements obligatoires qui est rattaché à la Cour des comptes que j'évoquais tout à l'heure, l'économie avec la suppression de ce statut, elle est de 90 millions d'euros. Alors bien sûr,
À première vue, ça peut sembler alléchant, mais le problème, c'est que supprimer le statut de jeune docteur, finalement, c'est s'attaquer à l'un des volets sociaux du dispositif du CIR. Et très récemment, il y a un rapport qui est sorti, qui a été remis à deux de nos ministres, un rapport Pommier-Lazarus, qui est venu expliquer pourquoi et comment on devait avoir une refonte ambitieuse de la place du doctorat dans notre société. Alors, d'après le rapport, le retard de la France en comparaison avec les autres pays internationaux en matière d'insertion professionnelle des docteurs est extrêmement importante. Et du coup, le rapport, après avoir fait ses constats, propose naturellement des solutions. Et l'une d'entre elles, c'est d'engager une réflexion avec tous les acteurs qui sont concernés par le crédit d'impôt recherche. Et finalement, la conclusion, c'est que si le statut de jeune docteur doit être modifié pour être encore plus efficace ou efficient, bien entendu, il faut le faire. Mais aujourd'hui, le supprimer tout bonnement sans proposer du coup une solution alternative, ou en tout cas sans le réformer pour l'améliorer, il semble que ce serait contre-productif par rapport à ces autres rapports que l'on peut voir qui démontrent en fait justement qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail en matière de fiscalité de l'innovation. Donc nous pensons qu'il faut rester vraiment mobilisé pour protéger ce poste de dépense. Les deux autres postes de dépenses qui sont visés par cet amendement sont la suppression des veilles technologiques et la suppression des dépenses de brevets et de normalisation. Alors, donc, sur la veille technologique, c'est quelque chose en matière de CIR qui ne doit pas être une opération de R&D à proprement parler, qui doit être nécessaire aux opérations de R&D pour constituer l'état de l'art et qui ne peut être éligible que s'il y a un lien direct avec les travaux valorisés. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est que c'est une dépense qui est régulièrement remise en cause. Et d'ailleurs, on trouve des jurisprudences qui sont parfois contradictoires sur le sujet. Sur est-ce que ça, c'est considéré comme de la veille technologique, oui ou non. Dans les faits, la dépense de veille technologique est aussi plafonnée, donc à 60 000 euros. Donc, au final, sur la suppression de ce poste de dépense par rapport à celui qu'on évoquait juste avant, dans la mesure où, dans tous les cas, une société, pour rester compétitive et concurrentielle et pour constituer son état de l'art, est obligée de faire la veille technologique, c'est vrai que sur ce poste de dépense-là, puisqu'il faut chercher des économies, c'est peut-être un petit peu plus entendable que d'autres. Sur la suppression des dépenses de brevets, là encore inspiré du rapport de l'IGF, il faut déjà rappeler que l'existence d'un brevet, c'est un indicateur positif, mais qui est insuffisant en lui-même. Et ce qui est visé du coup par cet amendement, c'est les frais de prise et de maintenance de brevets qui actuellement sont éligibles si elles sont liées à des dépenses de R&D qui sont elles-mêmes éligibles. Bon, les dépenses de normalisation, là, on est vraiment sur quelque chose de très symbolique. Pourquoi? Parce que ce poste de dépense à lui seul ne peut pas vraiment permettre de réaliser des économies, puisque c'est quand même pas tous les jours que des entreprises créent des nouvelles normes. Donc, pour ces trois postes de dépenses, le CPO estime que l'économie serait d'environ 250 millions, pour veille technologique, brevet et normalisation. Peut-être que l'on peut espérer que le dispositif, le statut de jeune docteur serait, lui, sauvé, quitte à ce qu'on ait une suppression sur ces trois autres postes de dépenses. En revanche, mauvaise nouvelle, il y a une modification paramétrique du niveau de prise en compte des frais de fonctionnement qui est également demandée par le sénateur Husson, encore une fois, et qui a été voté en commission. Et c'est un poste de fonctionnement qui avait déjà été touché par la loi de finances 2020, puisqu'il y avait une réduction de 50 à 43%. Pareil, à l'époque, ça faisait suite à un rapport de la Cour des comptes. Et on sait aussi que ce sont des choses qui sont possibles, puisqu'au niveau du C2I, les dépenses de fonctionnement ne sont plus éligibles depuis le 1er janvier 2023. Cette modification-là, elle vient donc encore une fois du rapport de l'IGF et donc elle-même issue du CPO. Ça chiffre une économie de 50 à 100 millions. Et pour ce faire, encore une fois, on aurait une réduction de 43 à 40%. Donc voilà sur la partie CIR, mais après on a d'autres dispositifs qui sont visés, à savoir le C2I, le SIC et bien sûr le crédit impôt jeux vidéo. Donc sur le C2I, vous le savez, il y a eu une très très forte mobilisation de
de ceux qui en bénéficient, mais également d'un certain nombre de députés, voire de sénateurs. Historiquement, il y en a beaucoup qui sont engagés, hein, puisque l'année dernière, sur le précédent projet de loi de finances, il y avait même eu une volonté déjà de le proroger, mais également de doubler le plafond. Aujourd'hui, il semble qu'on se dirige vraiment sur un C2I qui serait effectivement prorogé, mais avec une baisse du taux. Et un signal positif, un indicateur qui va en ce sens, c'est que le gouvernement lui-même a revu sa copie, revu sa position initiale, et finalement, s'il propose aujourd'hui de raboter à la marge le CIR, c'est justement pour pouvoir financer et compenser la survie du C2I. C'est exactement le même raisonnement pour le SIC. Et en revanche, donc pour le crédit impôt jeux vidéo, donc c'est un dispositif qui n'était pas en danger immédiat, hein, puisqu'il ne prenait pas fin au 31-12. Pourtant, déjà à l'Assemblée nationale, il y a eu une anticipation sur ce sujet, puisqu'il y a eu un certain nombre d'amendements pour déjà venir le proroger. Donc, encore une fois, à l'Assemblée nationale, donc, ce n'est plus d'actualité. On va voir du coup ce qui va se passer au Sénat, voire de nouveau à l'Assemblée nationale derrière. Et enfin, pour conclure sur la fiscalité de l'innovation, avant de donner la parole à Marc, sur le J8, donc bonne nouvelle, on a un amendement qui a été déposé par le gouvernement et qui a été adopté pas plus tard qu'hier, qui vise à rétablir le volet social du régime de JEI, tout en relevant par contre le seuil d'intensité en R&D, hein, qui permet de donner droit au statut. Donc, c'est un compromis par rapport à la volonté initiale du gouvernement. Et en parallèle de ça, il faut avoir conscience qu'on a plusieurs amendements qui ont été déposés par un certain nombre de sénateurs, dont Vanina Paoli-Gagin, qui est extrêmement engagée sur tout ce qui est C2I et JEI, visant justement à rétablir le volet social du régime des JEI et des GEC. Donc finalement, on semble qu'on se dirige vraiment vers un compromis, que ce soit pour le CIR ou les autres dispositifs, pour prendre en compte d'une part le contexte, mais d'autre part, effectivement, la nécessité de soutenir l'innovation en France. Et du coup, je vais laisser Marc enchaîner avec l'IP Box. Merci Solène. Oui, donc toujours sur la fiscalité d'innovation et en transition, je dirais, entre nos deux présentations. Je vais focaliser tout à l'heure sur l'IP Box. Je vais revenir 30 secondes sur une des dispositions, puisque moi aussi je vais parler du même amendement, Jean-François Husson, qui est en deux parties. La première partie que vous avez exposée Solène et la deuxième partie, un petit paragraphe de fin d'amendement qui traite de l'IP Box. Mais il y a une disposition qu'a évoquée Solène qui, du côté des conseillers en propriété industrielle dont je fais partie, je dirais, nous interpelle fortement, c'est l'exclusion de l'assiette du CIR de tout ce qui concerne les dépenses de brevet. Alors pourquoi? Parce que nous, on travaille depuis très longtemps, je dirais, Solène a évoqué le partenariat qu'on a mis en place avec les initiatives au cabinet Rogimbaud. Ça fait partie de cette philosophie qu'on essaye de développer, qui est d'inscrire toutes les démarches de propriété intellectuelle vraiment dans le processus d'innovation et non pas de les considérer ni comme des démarches techniques concernant les brevets, ni comme des démarches purement juridiques, mais bien d'y intégrer je dirais, le volet économique qu'il y a à investir dans la sécurisation de ces actifs. Les démarches de propriété intellectuelle consistent à transformer des résultats de R&D, des résultats d'action d'innovation en actifs contrôlés par l'entreprise et capables de générer des revenus, d'être monétisés, etc. Donc, le fait de ne pas les considérer globalement dans la démarche de R&D et créer ces ruptures dans un contexte par ailleurs dans lequel les entreprises françaises sont plutôt très en retard du point de vue des démarches de propriété intellectuelle, de la culture de propriété intellectuelle et des dépôts, en particulier quand on compare au niveau international. Voilà, ça me paraît un petit peu incohérent de continuer d'inciter, et c'est très bien d'entendre que le CIR, malgré certaines critiques, est maintenu dans ses principes, mais de continuer d'inciter à l'innovation sans accompagner jusqu'au bout, notamment les PME, parce que c'est de ce côté-là qu'il y a vraiment un déficit de protection. Donc de continuer d'inciter les PME à aller jusqu'au bout de la démarche en se constituant un patrimoine d'actifs au travers des brevets et d'autres types de protection. Voilà, donc ça c'est la petite remarque de transition. On peut passer au slide concernant directement l'IP Box. Donc l'IP Box aussi pour contextualiser, alors les slides, oui voilà, l'IP Box pour contextualiser aussi. Par rapport à la position dans l'ensemble des démarches d'accompagnement des entreprises innovantes, on a parlé du CIR qui se situe
plus en amont, comme le nom l'indique, du côté R&D. L'IP Box a vocation, elle, à continuer d'accompagner l'entreprise dans ses phases d'exploitation, donc sur la fiscalisation non pas des dépenses de recherche, mais des produits qui devaient être générés, donc notamment au travers des brevets et ou des logiciels qui peuvent avoir été issus de ces actions d'innovation. Les deux types de dispositifs sont cumulables, hein, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que l'amendement vise les deux. Et c'est un dispositif relativement récent, puisqu'il a été finalement issu d'un dispositif antérieur qui visait les revenus de propriété intellectuelle, mais qui a été réformé en 2019 pour être un peu harmonisé au niveau européen et surtout pour rattacher, au travers de ce qu'on appelle l'approche Nexus, le bénéficiaire des taux d'imposition favorables qui sont accordés à certains produits liés à des actifs de propriété intellectuelle, que le bénéficiaire de ces taux favorables soit également celui qui a investi dans les démarches d'innovation. Le dispositif ancien permettait potentiellement de dissocier, je dirais, les deux démarches d'investissement et ensuite d'exploitation et de revenus. L'approche Nexus vise à bien s'assurer que celui qui bénéficie des taux préférentiels a bien été celui qui a pris les risques et qui a investi. Donc, dispositif récent qui n'a pas encore été évalué. C'était des remarques qui ont été faites dans les différents rapports utilisés au moment de rédiger tous ces amendements. Donc, on pourrait regretter qu'on commence à toucher au dispositif avant de l'avoir évalué. Une évaluation est prévue en 2025, en tout cas, est a priori souhaitée par l'IGF en 2025. Voilà, on aurait pu attendre de faire cette évaluation pour voir dans quelle direction et comment, au-delà de la démarche dont l'esprit, on comprend bien, est plutôt de raboter tous les dispositifs, on aurait pu attendre l'évaluation pour rentrer dans une démarche qui aurait pu effectivement amender tout ça, mais pour essayer d'améliorer les dispositifs et les rendre plus efficaces. Dernier point introductif sur l'IP Box, le fait que dispositif récent, peu encore utilisé et peu connu par rapport aux autres, utilisé par de gros déposants et gros exploitants de propriété intellectuelle en petit nombre et peu par les PME qui pourraient avoir peut-être des plus petites assiettes en termes de recettes éligibles à l'application du dispositif, mais qui ne le mobilisent que peu. Donc on pourrait espérer, ça serait peut-être contre-productif du point de vue du législateur qui vise à encore une fois raboter les coûts sur ce genre de dispositif, mais on pourrait espérer que ça donne un petit coup de projecteur et peut-être incite plus d'acteurs à mobiliser le dispositif dans les mois qui viennent. En tout cas, nous, on y travaille parce que c'est un dispositif qu'on considère utile pour bien comprendre justement l'utilité d'une démarche de propriété intellectuelle dans le cadre d'une démarche d'innovation. Slide suivant, s'il vous plaît, pour vous indiquer que, comme le CIR, alors là, les critiques sont, je dirais, moins structurées, puisque le dispositif est plus jeune et manquant d'évaluation, on est encore dans des généralités quand les uns et les autres en parlent, mais de la même manière que pour le CIR, on peut se réjouir du fait que le dispositif est maintenu, et il est maintenu, je dirais, dans son architecture initiale, à savoir que tant que pour ce qui concerne les droits des pays éligibles, les brevets, les logiciels, tant pour ce qui concerne également l'identification des dépenses qui vont être pris en compte pour faire ce lien entre les revenus éligibles et le fait que les dépenses ont bien été engagées par le même bénéficiaire. Toute cette architecture et le fonctionnement du ratio Nexus, à l'issue de cette analyse, tout ça est maintenu. Donc les logiques qui ont pu être mises en place pour ceux qui ont déjà eu recours ou ceux qui commencent à y réfléchir, ça ne remet pas en cause les mécanismes, le fonctionnement et les équilibres du dispositif tel qu'ils ont été mis en place en 2019. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, ce qui change, et c'est dans ce slide suivant, on voudrait changer. Alors, il y a eu des tentatives de changement au niveau de l'Assemblée nationale sur une logique toujours un petit peu de rabot, mais une logique qui devait viser ce que je vous indiquais, à savoir le fait que le dispositif était mobilisé aujourd'hui par peu d'acteurs et sur des montants plutôt importants.
Donc, il y a eu des tentatives de modifier le dispositif en lui associant des plafonds quant à l'avantage fiscal qui pouvait être accordé aux bénéficiaires. 2 amendements, un qui prévoyait un plafond maximum de 10 millions d'euros d'avantages et un autre plus généreux qui plaçait le maximum à 20 millions. Bon, ces amendements, non seulement ont été rejetés, mais en plus, comme on l'a déjà expliqué, comme ça l'a expliqué, dans le parcours législatif, le Sénat repart du projet de loi initial. Donc, ces amendements sont doublement oubliés. Ils valent d'être cités juste, encore une fois, par rapport à finalement les pistes explorées sur les modifications du dispositif, et ça pourrait revenir dans le futur si effectivement le dispositif n'était pas plus équilibré quant au type d'entreprise qui l'utilise. Par contre, donc toujours le même amendement de Jean-François Husson, longuement commenté par Solène, que je commenterai encore un petit peu, puisque c'est dans cet amendement qu'on trouve un paragraphe qui prévoit, là encore, amendement adopté en commission qui doit encore être voté. On est encore dans des zones grises, même si les choses se précisent. Donc, qui vise à porter le taux d'imposition. Donc, initialement, le dispositif a été créé avec un taux d'imposition favorable pour les revenus qu'on arrive à flécher venant de brevets ou de logiciels, qui était de 10%, donc dérogatoire au taux légal aujourd'hui de 25% au niveau de l'IS. L'amendement vise à porter l'avantage uniquement diminué de 5%, en portant le taux d'imposition favorable à 15% au lieu de 25%. Une des choses qu'on entend, c'est de dire qu'en 2019, le taux était déjà de 15% avant la réforme. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il était de 15% alors que le taux de l'IS était à 33%. Donc, je dirais l'écart préférentiel quand on passe à 25%, 10 à 25, 15 à 33%, on voit qu'on était dans les mêmes logiques et là qu'on le réduit, quoi qu'on en dise. Deuxième point que j'indiquerai, c'est que dans l'analyse que les entreprises conduisent pour savoir si elles peuvent et veulent, s'il y a une opportunité à déclencher le dispositif de la IP-Box, le montant de l'avantage qui pourrait être envisagé au fil du temps est analysé puisque l'option qui est prise, elle est irréversible. Donc on pourrait là s'interroger sur les conséquences de ce changement puisque l'analyse qui a été faite pour opter au dispositif IP-Box pour les entreprises qui sont déjà dans le système, les règles changeant en cours de route, l'opportunité de mettre en œuvre le système sont peut-être moindres après changement du taux. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas encore été ni évoqué, ni analysé pour s'assurer qu'on n'est pas en train de modifier des choses dans un cadre qui crée des problèmes aux incidents. Voilà, et je crois que j'en ai fini avec la présentation générale de l'IP-Box en l'état des propositions de loi de finances 2025. Je te rends la parole, Solène, pour la conclusion. Oui, merci Marc. Bon, en conclusion, vous l'aurez compris, on est sur énormément de modifications. Il n'y a pas un jour où il ne se passe pas quelque chose. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment de vous inscrire à l'ensemble de nos actualités, que ce soit des newsletters, que ce soit les réseaux sociaux, parce que la newsletter, elle va être mensuelle. Là où sur les réseaux sociaux, on va pouvoir être beaucoup plus réactif par rapport à toutes les actualités. Vous y retrouverez en plus un certain nombre d'analyses, de podcasts, ou alors encore une fois des webinaires comme celui auquel vous venez d'assister. Et on tenait également à vous souligner que vous êtes vraiment face à un expert sur la fiscalité de l'innovation, puisque c'est la maison d'édition Droit Lefebvre Dalloz qui va publier au printemps 2025 un livre sur la fiscalité de l'innovation que l'équipe fiscale a rédigé et qui justement prendra en compte toutes les modifications de la loi de finances. Alors espérons justement qu'il n'y en ait quand même pas trop et que le dispositif ne soit pas trop touché par les différentes discussions qu'il y a en ce moment en cours aux assemblées. Marc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. De mon côté, oui, donc insister sur le fait qu'effectivement les choses bougent encore, donc il faut suivre les discussions pour éventuellement les analyser, éventuellement aussi pouvoir intervenir pour indiquer les arguments qui devraient être pris en compte dans tous ces discussions. Et autre point, je ne l'ai pas indiqué, mais je ne suis pas rentré dans le détail du fonctionnement de l'IP-Box, mais nous avons enregistré avec F-Initiative
un autre webinaire dans lequel on a présenté beaucoup plus en détail le dispositif. Donc, il doit être disponible sur nos réseaux sociaux et sur nos sites. Donc, n'hésitez pas à rechercher ce webinaire sur le sujet, dans lequel vous aurez, si ça vous manque, pour comprendre tous ces enjeux-là, tous les détails du fonctionnement de l'IPbox. Bien, écoutez, on voit qu'il n'y a pas eu de questions sur cette session, donc du coup, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous remercier d'avoir été présent, et que ce soit Catherine, Marc ou moi-même, à travers vos contacts habituels, ou bien si vous n'en avez pas encore les adresses génériques, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Et merci pour votre commentaire. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir.